donc voilà, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierluigi Basso de notre laboratoire de recherche pour qu'il nous éclaire sur les aspects écraniques, disons, dont nous nous occupons la plupart du temps. Donc je vais laisser la parole à Pierluigi pour voilà, une petite heure, et puis on discutera avec lui dans l'heure suivante pour voilà, essayer de faire des articulations entre notre travail et ce qu'il nous aura présenté. Merci en tout cas beaucoup de venir dans notre séminaire, de faire des liens comme ça à travers différents séminaires du CAR. Bon, merci à vous, merci pour votre invitation. Alors, je vais présenter un travail inédit. Je veux dire, j'ai déjà travaillé plusieurs fois sur l'écran. J'ai publié, il y a un chapitre dans un livre en italien. J'ai publié en 2016 deux articles sur l'écran, mais je ne veux pas répéter les choses déjà dites finalement. Donc j'ai essayé de préparer un parcours un peu dialogique, j'espère, avec pas mal d'images, de vidéos, afin de pouvoir discuter. Alors la première chose, je voudrais encadrer mon intervention avec un cadre synoptique, avec une théorie simple, je trouve. C'est la théorie de François Rastier à propos de l'organisation de la culture. C'est vraiment une schématisation tout à fait simple, hein, qu'on peut trouver déjà chez Cassirer, finalement. Hein, et en particulier dans les livres sur les langages, sur les formes symboliques, les ouvrages sur les formes symboliques, les premiers volumes, et il y a un chapitre sur l'espace. Alors, vous voyez que dans cette schématisation, il y a trois zones prototypiques dans les cultures. On ne peut pas généraliser, il faudrait traiter cet argument dans chaque culture spécifique, mais plus ou moins, il y a comme dire, des problématiques communes que chaque culture cherche à résoudre de manière particulière. Et dans l'histoire, bien évidemment, il y a des solutions différentes. Alors, il y aurait une sorte de zone identitaire, et là on voit déjà dans l'organisation des langues, hein, qu'il y a de pronoms, des adverbes qui semblent corréler plusieurs aspects linguistiques dans une zone anthropique qui veut signaler la constitution de l'identité, une identité qui n'est pas figée, qu'on doit élaborer à travers les langages. Il y a des zones proximales, qui sont des zones, on va dire, du dialogue, de la possibilité de négocier les valeurs. Et vous voyez qu'il y a aussi un changement épistémique, hein, parce que la zone identitaire, c'est finalement l'idée de la certitude, hein, même si on a, par exemple, une vision cartésienne du sujet, il y a la certitude d'être, au moins, d'exister. Et on passe en revanche à la problématisation des valeurs à travers les dialogues, à travers la conversation. Et donc on passe à la dimension du probable. Et finalement, chaque culture a besoin de fonder les valeurs à travers une zone distale. C'est-à-dire, par exemple, la justice, on ne peut pas chaque fois renouveler l'institution de la justice. Donc on a des espaces éloignés, normalement sacrés, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas immédiatement tangibles, sont plutôt des valeurs intangibles, valeurs comme des valeurs sacrées de la personne, valeurs fondamentales du droit, de la religion. Chaque domaine social cherche à construire une sorte d'espace transcendantal de manière à protéger des valeurs spécifiques. Voilà. Alors, les problèmes de la communication, on a deux questions fondamentales dans la communication. Comment gérer l'interaction, donc la négociation, c'est l'espace 2, on va dire. Mais il y a aussi un problème, comment communiquer avec la zone distale. Parce qu'on peut l'instituer, il y a des institutions de sens qui sont capables d'instaurer de valeurs sacrées ou de valeurs intangibles, mais le problème est comment renouer les liens, comment rétablir les liens avec la zone distale.
Alors là, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Descola, par exemple. Chaque culture, totémique, animiste, etc., a de manière spécifique à trouver une relation, à renouer, à rétablir la relation avec la zone distale. Alors, c'est seulement un cadre parce que je voudrais, dans cette présentation, voir si j'arrive à encadrer les problèmes concernant l'écran à partir de tout ça. Il y a des retombées évidentes, il me semble, de la écranisation de la culture sur la zone identitaire, sur la zone proximale et sur la zone distale. Voilà. Alors, je ne veux pas insister, je n'aurai pas le temps, je peux seulement anticiper. Est-ce qu'on peut, comment dire, passer d'une sorte de culture totémique de l'écran, où l'écran dicte finalement les valeurs, semble afficher le fait que, par exemple, on ne doit pas opérer aujourd'hui un tri préalable. Il y a la disponibilité étendue, in extenso, des données. Et donc, il y a une sorte de présentisme, pour utiliser ces néologismes, le présentisme, tout est présent, tout est disponible, tout est dans l'immédiateté. Alors, il n'y a plus, à ces propos, une sorte de critique de la mémoire, qui peut être une critique de la mémoire identitaire, pas la peine, parce que tout est disponible, une sorte d'encyclopédie qu'on peut immédiatement lire, consulter. Et donc le problème est une sorte d'érosion constitutive de l'espace distal. C'est-à-dire il y aurait une sorte d'érosion des valeurs sacrées, des valeurs intangibles, des institutions du sens, une sorte donc de dé-institution du sens, parce que les valeurs sont comment dire, déjà déclinées, déjà disponibles. Et même la mémoire, par exemple, on voit un problème de la formation. Je ne sais pas si vous avez des problèmes dans l'enseignement, moi oui, beaucoup, parce qu'on a un problème de résignification, de résémantisation de la formation personnelle. Pourquoi introjecter des savoirs, des connaissances, quand les connaissances sont déjà disponibles? Je peux, je ne sais pas, ouvrir l'ordinateur, googler, avec Google, j'arrive immédiatement, ou sur une page Wikipédia, je trouve immédiatement des savoirs déclinés. Alors pourquoi reconstruire une formation personnelle? Et là, je peux introduire, entre parenthèses, la problématique du corps, qui est la problématique de cette année, pour vous, dans les colloques, parce que peut-être le passage par les corps, aujourd'hui, est une manière pour reconstruire la signification de la formation. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que je ne peux pas substituer à travers la disponibilité des données, est l'appréciation des valences perceptives. Je dois passer par les corps. Alors, vous voyez, aujourd'hui, il y a une sorte de mythologisation, d'exaltation incroyable de la gastronomie. Moi, j'ai participé à tout ça parce que j'ai fondé en Italie une université de sciences gastronomiques dans les années 2000. Je suis encore un peu impliqué. Alors, le problème, et c'est seulement, on pourrait dire, c'est une question de mode, la mode gastronomique actuelle. Peut-être il y a quelque chose qui va au-delà de ça. C'est le fait que la gastronomie semble proposer un besoin de formation corporelle. C'est le corps qui doit apprendre. Et donc, on ne peut pas dire, bon, on connaît les étiquettes, on connaît les valeurs qu'on peut attribuer au vin, les étiquettes nominales, je veux dire aussi, les qualifications qu'on peut attribuer. Il faut les éprouver, il faut les qualifier sur le plan du corps, il faut les valider à travers l'expérience subjective. Alors, vous voyez, il y a ces problèmes de la reconstruction d'une zone identitaire. Est-ce que l'écran peut participer à cette reconstitution, ou est-ce qu'en revanche l'écran semble devenir le dispositif pour instaurer une sorte de présentisme
où la mémoire individuelle, la formation et la mémoire individuelle, parce que vous savez que dans la mémoire individuelle, il y a une sorte de dialectique constitutive entre anamnésis et mnémé. L'anamnésis, c'est les souvenirs volontaires, la mnémé, et en revanche, les souvenirs involontaires. Donc, la conscience, c'est aussi un espace événementiel. Hein. Je ne peux pas contrôler, par exemple, dans ces moments, je suis en train de construire un discours, j'espère que ce discours a une certaine logique, mais je suis aussi sollicité par des idées, par des souvenirs, et en effet, j'ai commencé à faire des digressions, parce que j'accepte l'aspect événementiel de l'expérience avec vous. Hein. Bon, voilà. L'écran. Alors, est-ce qu'on peut concevoir un écran critique? Est-ce que l'écran est neutre? C'est une sorte de médiation qui affiche seulement les données. Ou est-ce qu'on peut construire une culture critique à partir de l'écran? Et donc, dans cette culture critique, il faut continuer à distinguer les zones identitaires, proximales et distales, et préserver des régimes différenciés de gestion de la signification. Parce qu'on ne peut pas gérer les valeurs identitaires comme les valeurs proximales, dialogiques, etc., ou les valeurs distales, c'est-à-dire sacrées dans un espace éloigné et intangible. Alors là, on a déjà travaillé pas mal, je pense à Vienne Sobchak, je pense à plusieurs contributions. Alors, le fait que l'écran peut devenir une manière pour ne pas accepter la neutralité de la perception, on arrive à signer la perception. Hein. Je suis en train d'utiliser une sorte de métaphore, bien évidemment, mais signer veut dire revendiquer une sorte, non seulement de réappropriation du corps, mais le fait de pouvoir revendiquer une manière inédite de voir le monde, de pouvoir, souligner une sorte de subjectivation forte de l'expérience. Donc l'écran ne serait pas seulement une sorte de dispositif pour une perception déléguée, c'est l'idée de reconstruire un régime de perception que je peux signer, peut devenir un espace de symbolisation rétroactive. Hein. Je vois quelque chose qui peut transformer mon identité. Alors, le problème, là, je pourrais ouvrir plusieurs... chaque élément peut devenir un élément d'enquête, bien évidemment. Alors, image, on pourrait faire, bien évidemment, plusieurs colloques là-dessus. Qu'est-ce qu'une image? Alors, l'image, c'est intéressant parce que l'image n'est pas le visible. Hein, n'est pas le visible. Hein. C'est déjà une sélection. Et en particulier, à travers cette image, je peux commencer à jouer sur des éléments internes au visible. C'est-à-dire, ce n'est pas les visibles en tant que tels, c'est le fait que je peux commencer à travailler sur les données sensibles. Et dès que je passe à la possibilité de pratiquer un jeu de langage, ben, on a une image. L'autre aspect est qu'on a beaucoup parlé, Warburg, etc., les pathos formels de l'œuvre d'art. Il faut prendre sérieusement cette idée de pathos formel qui est l'idée d'une distribution de la sensibilité. Hein. À travers des images, je peux opérer un jeu de langage et je peux commencer à négocier quel type de sensibilité on veut partager. Donc il y a une socialisation de l'affectivité à travers l'image et je peux commencer à inscrire, donc à signer la perception comme une perception modulée par un affect, une sensibilité spécifique. Je vais un peu rapidement là-dessus parce que vraiment... Alors, les corps de l'écran, l'écran n'est pas... donc, normalement, l'écran est aussi un objet, donc il y a une mise en scène
de l'objet écran. Il appartient à la scène sociale. Il a un corps. On travaille, le design, on travaille sur les corps de l'écran. Il y a un design de service, donc il faut ensuite aussi préparer, donner une position spécifique à l'écran. Mais je suis intéressé aussi au fait que l'écran a une sorte de corps interne, comme notre corps. Il n'y a pas seulement le corps qui s'affiche dans les mondes, mais il y a aussi un corps creux, un corps interne. Et donc l'écran peut être vu aussi comme une image qui a les temps pour être sensibilisée. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est comme la réélaboration émotive. Vous savez que dans l'émotion, il y a aussi une prestation du corps à la sémantisation, n'est-ce pas? Parce que si je ne sais pas, l'angoisse, quand je dois traiter sur le plan sémiotique l'angoisse, je commence à dire qu'il y a une corrélation entre un espace étroit, ou en tout cas disproportionné par rapport à la prise d'initiative du sujet, au projet d'action du sujet, et la restriction de l'espace pulmonaire. J'ai du mal à respirer parce que je suis en train de construire une sorte d'analogie interne par rapport à quelque chose qui est ailleurs, dans l'espace social, dans l'espace de l'interaction. Alors, vous voyez que comme il y a une prestation sémantique du corps dans l'émotion, on pourrait imaginer que même les dispositifs ont cette capacité de faire émerger quelque chose, mais de filtrer l'image transmise et de révéler une sorte de sensibilité spécifique. Et donc, dans l'écran aussi, il y a une sorte de paradigme de la révélation. Ce n'est pas seulement la transmission neutre. S'il y a médiation, la médiation est toujours diaphane. C'est mon avis personnel. Vous savez que quand la sémiotique a eu de fondation à travers Peirce, Peirce a passé des années à dire est-ce que je dois utiliser le terme signe ou est-ce que je dois utiliser le terme média? Il y avait des doutes, parce que le signe est une passerelle pour faire passer une autre identité, mais le signe est aussi diaphane. C'est-à-dire, il se montre aussi, il affiche sa médiation. Alors, cette diaphanéité peut être très, très forte, très soulignée, ou vers la transparence. Mais il n'y aura jamais une médiation totalement transparente. Alors, est-ce que l'écran peut constituer de passerelles, par exemple, entre un espace distal et un espace proximal ou un espace identitaire? Est-ce que dans cette passerelle, ces liens constitués à travers plusieurs espaces concernés, il y a une sorte de profondeur sensible? Et donc, dans cette profondeur sensible, il y a aussi l'aspect d'une découverte, de quelque chose qu'on peut resémantiser, en tout cas. Ce n'est pas seulement l'idée de proposer de nouveau des informations stockées en mémoire. Et donc, par exemple, le fait que l'image, on dit aujourd'hui, l'image est une sorte de dataset, une série de données. Et chaque visualisation peut faire apparaître de la nouveauté. Donc l'image est aussi un terrain de découverte, de révélation. Peut être une révélation cognitive, dans l'image scientifique, mais peut être aussi une révélation sensible, affective. Donc, vous voyez, dans l'écran, il y a une complexité constitutive dans l'écran, à mon avis, parce qu'il y a une dialectique entre la révélation, c'est-à-dire l'écran montre quelque chose qui arrive, qui semble s'adresser au sujet, qui se révèle au sujet, et de l'autre côté, il y a l'aspect que j'ai déjà traité, le fait d'y signer la perception, d'inscrire des éléments,
Donc l'écran aussi comme site de l'énonciation. Comme dans ces cas, je vois dans mon écran le fait que j'ai écrit un diaporama. Et donc je peux me reconnaître, je reconnais les traces de mon énonciation. Et donc c'est curieux parce que, alors même dans ces cas, comment dire, traiter l'écran en tant que site de l'énonciation, alors c'est intéressant parce qu'il ne faut pas dire, bon, il y a la trace, donc il y a une sorte de document, une attestation neutre. Pas du tout. C'est bien que, déjà c'est voir à l'écran, hein, c'est regarder à l'écran dans une conférence Skype par exemple, il y a toujours un écart entre la perception de soi et l'image de soi. Donc l'écran est toujours aussi une sorte d'intervalle de confiance. Est-ce que je suis confiant que par exemple, même dans ces cas, je pourrais traiter la chose sous le plan phénoménologique. La voix que je suis en train d'écouter, c'est ma voix, mais je l'entends de l'intérieur et de l'extérieur. Et s'il y a un dispositif comme celui-ci, quand je revois, hein, quand je suis là à regarder les vidéos, j'ai la sensation d'un écart. Hein, et je dois travailler dans l'écart, c'est-à-dire mon identité est l'interrogation sur cet écart, c'est-à-dire l'impression que j'ai de moi-même et l'attestation que j'ai sur les vidéos. Et cet écart, ce n'est pas la différence. C'est-à-dire, c'est une sorte d'espace dense que je dois élaborer. Hein, tout est pertinent. Dans cet écart, je dois traiter cette distance. Cette distance a de la signification en elle-même. Hein. Alors, d'autres petites choses sur l'écran. Est-ce que l'écran permet une sorte de déontologisation? C'est-à-dire, quelle est la différence entre l'écran et la toile, par exemple? Est-ce que la toile du peintre est la même chose que l'écran? Je ne crois pas. Hein? Alors, il faudrait creuser, hein, questionner, réfléchir bien sur cette distinction. La toile, ce n'est pas l'écran, c'est autre chose. Alors pourquoi? Encore, l'écran n'est pas l'image relique, c'est-à-dire ce n'est pas le fait d'avoir la trace, l'empreinte du corps. Il y a un écart, justement. Il y a un écart. Alors, quel est le régime d'origine, on va dire, de l'écran? Est-ce que l'écran, quelle est la généalogie? Je sais que vous avez déjà travaillé, il y a eu une séance spécifique là-dessus, je regardais les diaporamas, etc. C'est très intéressant. Là, c'est plutôt une réflexion, si vous voulez, épistémologique ou philosophique. La chose intéressante de l'écran, c'est pas l'idée de posséder l'image, d'avoir une sorte de privilège sur l'image autographe, hein, du peintre, c'est plutôt le fait de libérer l'image. Alors, moi je suis intéressé, par exemple, à décrire le début de la sémiotisation du monde à travers les théâtres d'ombre. Théâtre d'ombre, c'est très intéressant parce que je sais bien, l'enfant, hein, je peux jouer avec un enfant, il sait bien que sont les mains projetées, mais il voit dans les ombres projetées un chat, un chien, des objets, etc. C'est-à-dire, on commence à donner une importance majeure à quelque chose qui est apparemment seulement virtuel. Est-ce qu'on peut jouer avec un animal, avec les ombres? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je sais, en revanche, de manière plus fiable, que pour les robots, il y a des problèmes énormes à détecter, à différencier les ombres par rapport à la présence physique de quelque chose. Comment traiter, dire à un robot, bon, tu dois observer les ombres, mais pas la peine de... Et ensuite, pourquoi ne pas valoriser les ombres, étant donné que nous sommes toujours là,
à valoriser en revanche des reflets, des ombres, des choses qui ne sont pas fiables sur le plan ontologique. Mais on commence à jouer, à opérer de jeux de langage dans les mondes visibles dès qu'on accepte de prendre en compte les ombres, les reflets. C'est à partir de ça qu'il y a une sorte de sémitisation du monde. Encore une chose, l'écran est différent par rapport à la toile, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas l'idée de figer une image dans les temps, c'est plutôt de pouvoir construire un parallélisme entre les vécus expérientiels du sujet et la forme de vie de l'image. Hein, on pourrait imaginer, un peu comme dans l'expanded cinema d'Andy Warhol, de rester non seulement 9 heures devant l'Empire State Building, je ne sais pas si vous connaissez le film Empire de Stanley, de prolonger à l'infini, comme une sorte de monitorage à l'infini de quelque chose. Il y a sur l'écran, il y a une sorte de permanence de ces parallélismes entre les vécus expérientiels et le devenir de l'image. Il y a comment dire, une écranisation à la condition qu'il y a ces parallélismes entre la forme de vie du sujet et la forme de vie des objets. Vous voyez, c'est plutôt curieux parce qu'en revanche, dans l'image autographique, on veut restaurer les conditions initiales. S'il y a de la patine, on veut l'enlever. Hein? Et l'écran est là, en revanche, à observer la transformation de choses. Hein? La séquence de transformation. Donc il y a une autre vision épistémologique, j'estime. Alors, est-ce que l'écran et les dispositifs, pas totalement, on ne peut pas superposer immédiatement les notions de dispositifs et d'écran. Bien évidemment, il y a des écrans passifs, comme l'écran du cinéma, il accepte la projection des images, et on a donc des conditions d'installation, de mise en scène de l'écran qui sont spécifiques. Hein? Il y a un écran passif, mais tout est construit pour donner une place spécifique au spectateur. C'est curieux, la chambre noire de la photographie, la salle du cinéma, non, il y a donc s'il y a une sorte de passivisation de l'écran, corrélée à une passivisation du spectateur. C'est curieux, nous avons parlé de parallélisme entre l'écran vécu, de l'expérientiel du sujet, les formes de vie de l'image. On voit que s'il y a la passivisation de l'écran, il y a une sorte de passivisation corrélée aussi du sujet. Mais on sait bien qu'il y a des écrans actifs, en revanche. Alors, dans ces cas, l'écran peut réélaborer l'image. Il devient un espace de révélation aussi. Il accepte, alors, il n'est pas seulement un espace de projection énonciative, il devient aussi un espace d'émergence, de révélation. Alors, dans ces cas, c'est curieux parce que pour élaborer, on a besoin d'un dispositif à côté de l'écran. Et donc, on réalise une sorte de binôme identitaire entre un dispositif de réélaboration et l'écran en tant que dispositif auteur. Ou on pourrait même dire, mais peut-être c'est une suggestion deleuzien, donc on peut le laisser tomber éventuellement, mais je trouve que c'est intéressant de penser qu'il y a par exemple des machines où il y a un écran, et l'écran devient le visage du dispositif. On peut, effectivement, c'est une sorte de, non seulement de surface, d'interface. Alors l'écran n'est pas seulement une sorte d'interface pour opérer et gérer la machine, mais c'est devient une sorte de visage de la machine. Vous connaissez le terme visagéification du dispositif, devenir visage. Hein? C'est un terme de Deleuze, devenir visage de choses. Parce que dès qu'il y a un devenir visage, alors non seulement il y a de l'interaction, mais il y a
comment dire, une reconnaissance réciproque, c'est-à-dire que la machine n'est pas seulement la projection de valeurs projetées par les sujets, mais il y a un échange de valeurs, il y a une négociation. Donc la machine peut devenir institutrice du sens, d'une manière indépendante par rapport au sujet. Alors l'écran peut devenir, comment dire, le fait d'imposer une épaisseur révélatrice, on va dire, de valeur devant les sujets et instaurer une sorte de régime conversationnel entre les deux. Bon, dans cette typologie minimale, hein, j'ai aussi dit, bon, il y a des écrans relais, c'est un peu l'effet que chaque écran peut être un écran d'autres écrans, c'est-à-dire il y a une sorte de transmission, hein, de continuité. C'est l'effet que c'est comme un jeu de miroir. Il y a un miroir qui montre l'image de notre miroir, la mise en abîme, vous connaissez tout ça. C'est une manière pour préserver l'idée de présentification, n'est-ce pas? De présentisme, tout est présent, en direct, parce qu'il y a un écran, mais l'écran est en contact avec d'autres écrans, avec d'autres visualisations possibles, et tout est interconnecté en même temps. Alors, est-ce que là, il y a une sorte de généalogie différente? Parce que vous voyez, dans le premier cas, c'est la salle du cinéma, c'est la chambre noire. Dans les cas 2, c'est les moniteurs. Hein. Dans les moniteurs, il y a déjà une sorte de conversation audiovisuelle avec un dispositif. Dans les cas du radar, hein, vous connaissez, je crois, la réflexion de Lermanovitch sur le radar. Dans les radars, en revanche, il y a l'idée de préserver un contact avec une distalité qui nous interroge. On n'arrive pas à négocier immédiatement les valeurs. Hein? Parce qu'il y a, comment dire, on n'a pas le temps encore de construire de signes. C'est comme dans les miroirs. Les miroirs, s'il y a une image au miroir, c'est parce qu'il y a un corps devant les miroirs. Si le corps n'est plus là, il n'y aura plus... Alors, c'est un problème traité par Umberto Eco dans sa réflexion sur les miroirs et sur la télévision aussi. S'il y a une télévision en direct, il y a un contact avec un espace distal, mais apparemment, il n'y a pas de signes de substitution. Il n'y a pas le temps pour construire des signes. Et c'est pour ça qu'on a un régime d'émergence, quelque chose qui semble émerger. Alors, ce n'est pas de l'ontologie traditionnelle, mais c'est quelque chose qui semble, qui a une sorte d'effet de réalité, même s'il relève d'un événement très éloigné. Et c'est intéressant cette idée que non seulement on peut avoir un écran en dispositif, on peut avoir un écran et toute une série, un enchaînement des dispositifs, de manière à préserver ce présentisme. Hein. Alors je ne veux pas exagérer, mais on pourrait dire qu'il y a une sorte d'enchaînement pour préserver le plan de l'expression, et en revanche, il y a une sorte de narcotisation du plan du contenu. Il n'y a pas de l'instauration du signe, parce qu'il n'y a pas l'idée de médier, l'aspect affectif qu'on a parlé, de sensibiliser. Il y a un peu l'impression qu'il y a une sorte de neutralité sur le plan du contenu, et en revanche, il y a la préservation des continuités sur le plan de l'expression. Je ne veux pas insister trop. Et enfin, l'écran nomade, hein, le portable, le fait que la domotique, le fait que je peux contrôler toute une série de dispositifs à partir de l'écran. Alors cette fois, l'écran n'est plus les terminus ad quem, c'est-à-dire tout un processus pour arriver à l'écran, à la monstration écranique de la télévision en direct. C'est au contraire, les portables deviennent un dispositif à partir duquel on fait le contrôle sur d'autres dispositifs.
je risque de perdre tout le temps, je cherche à aller un peu plus vite. Notre réflexion est sur le fait que l'écran, mais pas la toile, hein, parce que vous savez que pour les nocturnes, les genres nocturnes en peinture commencent dans les 16e siècle. Il y a un cas de Piero della Francesca, mais c'est une sorte d'Apax dans les 400. Autrement, on commence. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'idée que la lumière était la condition de possibilité de la vision de la peinture. En revanche, dans l'écran, il y a non seulement la projection d'image, il y a aussi la projection de la lumière en même temps. Donc, il est aussi la condition de possibilité de l'image et image en même temps. Alors, tout ça semble montrer que l'écran est en sorte de dispositif autonome. Et moi, j'utilise un terme, je ne sais pas si j'aurai le temps pour présenter, c'est dans les articles que j'ai écrits, c'est une autre partie, présenter l'écran en tant que greffe, comme une greffe du monde. Parce que c'est pas seulement une prothèse, c'est une greffe parce que là-dedans, dans l'écran, il y a les conditions à la fois pour l'émergence des images et pour rendre les images visibles. Une autre chose est strictement liée. Alors, l'idée que, étant donné que c'est un dispositif qui permet, autonome, une greffe, il commence à imposer des formats, des résolutions spécifiques. Il y a plusieurs collègues qui travaillent sur l'effet que la Chirolet, par exemple, qui travaille sur les tableaux affichés sur l'écran. Hein? Comment montrer Serra ou l'impressionnisme sur l'écran. C'est compliqué parce que la résolution de la peinture, la texture de la peinture est plus baisse désormais de la résolution de l'écran. Donc on peut faire une sorte d'attestation du grain de la peinture, de la texture de la peinture, mais on a perdu les régimes originaires de l'image en tant que telle. Donc il y a non seulement un impact sur les formats, mais aussi sur le type, la négociation de la résolution de la perception. Voilà. Et donc du détail. Et j'arrive donc, alors, pour terminer cette présentation, avant les exemples, pour problématiser de manière ultérieure, la question du monitorage, du display, alors est-ce qu'on doit distinguer écran, display, est-ce qu'il y a encore des aspects subtils à différencier? L'idée que dans l'écran, il y a une image, on dit, mais quand on commence à opérer un displaying, une visualisation de plusieurs images en même temps, par exemple, avec plusieurs fenêtres, avec des incrustations, des superpositions, alors là, je pense qu'il y a un passage qualitatif important. On opère en sorte de screening. Alors, screening, même dans les sens de la médecine, opérer un test, travailler sur les couches de l'image. C'est Ledmanovic en particulier dans les livres Software Culture qui est Media Takes Command, je crois en anglais. C'est un livre de 2011. Il a eu plusieurs titres. Parce que moi, j'ai fait traduire le texte en italien, et donc il l'a donné en titre, et ensuite il y a eu la parution en anglais, il a changé le titre. Mais c'est intéressant là, parce que il parle, l'image, il dit, l'image aujourd'hui est une image avec plusieurs couches. Alors moi j'ai dit, on peut exfolier l'image, une sorte d'exfoliation.
Alors, il y a dans la vision de Manovich, seulement pour se rappeler, hein, il y a deux généalogies fondamentales, la généalogie toile, la généalogie perspective de la Renaissance, donc la perspective classique, on va dire, et qui a comment dire, des aspects culturologiques, hein, sémiotiques, générales. C'est la base de la médiologie. McLuhan a parlé de galaxie Gutenberg parce qu'il a reconnu une homologie fondamentale entre la perspective et la typographie. Alors, pourquoi? Parce que la peinture semble construire la bonne distance par rapport au monde. Hein? Donc il y a une sorte de relation entre le corps du sujet et la toile de manière à pouvoir saisir, hein, le monde à travers un équilibre constituteur, un équilibre fondamental entre l'extension et l'intensité. Si vous pensez à la notion de paysage, qu'est-ce que le paysage? Même les paysages sonores, hein, comme on dit aujourd'hui. Les paysages, le fait que je peux avoir une vision d'ensemble, mais reconnaître encore, discriminer encore les objets du paysage. Donc il y a une sorte, pas les détails. Peut-être je n'arrive pas à reconnaître de manière claire la distinction entre un type d'arbre et d'autres types d'arbres. Hein. J'ai une vision plutôt... Mais quand même, je peux reconnaître qu'il y a des arbres. Et chaque élément est reconnu en tant que tel. Donc il y a un réglage spécifique entre extension et intensité, c'est-à-dire précision du regard. Alors là, c'est la mise à distance. C'est un écran qui semble représenter sur le plan symbolique les contrôles sur le monde. La possibilité de gérer les relations avec le monde. Alors, on pourrait affirmer qu'il y a une généalogie contraire, mais qui finalement est la réponse de la première. C'est-à-dire, quand on commence à perdre la confiance sur la possibilité de gérer le monde, alors on commence à concevoir l'état de surveillance permanente. L'état de surveillance permanente est le reflet, la réponse à la peur, au fait qu'on a un peu perdu la conviction, hein, la confiance, la possibilité de gérer le monde. Alors, ces paradigmes de la surveillance en temps réel, c'est l'idée, en revanche, d'opérer de scanning. Alors, le scanning peut être l'effet de, hein, comme dans les scanners, hein, c'est l'effet de passer, hein, sur le monde de manière progressive et recommencer ensuite. Mais peut être aussi scanning sur le plan de la profondeur, hein, comme j'ai déjà dit, hein, sur le fait d'enquêter, hein, de chercher, de construire une enquête sur les stratifications de l'image, comme une sorte de géologie de l'image. Bon, ça c'était une présentation que je fais pour aujourd'hui, et je me suis posé la question, alors, comment travailler sur un corpus capable de réinterroger un peu les énonciations théoriques que je viens d'exprimer. Alors, apparemment, l'écran est un aspect constitutif du cinéma, fait partie de son dispositif, de son identité culturelle, on va dire. Mais le cinéma a immédiatement commencé, alors je pourrais faire une histoire encore plus, qui est liée plutôt au passé, mais pour choisir des exemples qui sont un peu plus, j'espère, un peu plus proches et partageables, j'ai choisi plutôt des exemples qui relèvent de la contemporanéité. Alors, le cas de Jean-Luc Godard. Alors, il y a un petit film de Jean-Luc Godard, un film qu'il a fait pour la télévision. Le titre est « Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma ».
Je vous montre... Alors, c'est bon. Bon, et on voit par le truc, c'est ça. Autrement, je peux éliminer cette partie et rester sur le plan théorique. Je ne veux c'est pas bon, créer des problèmes. Voilà. Je dois accélérer, donc je montre un passage pris. Ils veulent tous la gloire. Allons-y. Les yeux fermés, la tête posée sur le peignoir, Valérie Barnett se prélassait dans son bain. La suite. Val couru sur le balcon, la Mercedes blanche avait disparu. La suite. C'est bien ce qui m'inquiète, il n'a pas conduit depuis son accident. La suite. Il est au volant d'une Mercedes, il risque de faire des dégâts. Encore une fois. Il est au volant d'une Mercedes, il risque de faire des dégâts. Encore une fois. Il est au volant d'une Mercedes, il risque de faire des dégâts. La suite. La suite. C'était dans une vitesse de 6 mètres carrés. L'odeur de la mort qui sortait du corps nu, arracha. Encore. C'était dans une pièce de 6 mètres carrés. L'odeur de la mort du corps nu arracha une grimace au capitaine. La suite. Bonjour Valérie, fit-il. Je suis désolée pour ce qui s'est La passé. suite. On a retrouvé dans ses affaires un carnet d'adresse avec 200 noms. Je suppose que tous ces hommes sont des criminels. Encore une fois. On a retrouvé dans ses affaires un carnet d'adresse avec 200 noms et je suppose que tous ces noms, tous ces hommes sont des criminels. La suite. Quelques secondes. Encore une fois. Quelques secondes. Capitaine, c'est des ailes. Bien entendu, elle ne valait pas grand-chose, mais on n'éventre pas une femme comme ça. La suite. Je pourrais toujours aller dire à ce flic que c'était jeudi, mais pas vendredi. La suite. Mais qu'est-ce que vous venez là, vous? Je suis son frère. La suite. Quelle fut ta dernière méprisant? Si tu n'es pas complètement dégoûté par la vie, c'est toi les doigts de pied. La suite. Sa main noire, armée du couteau, sa bêtise rabattie dans un éclair. La suite. Ne vous inquiétez pas de savoir pourquoi je la veux. Je la veux, c'est tout. Voici l'argent. Encore une fois. Ne vous inquiétez pas de savoir pourquoi je la veux. Je la veux, c'est tout. Et voici l'argent. La suite. Foutre. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il est mort. C'est le seul homme que j'ai aimé, il est mort. Encore une fois. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Il est mort, allez vous faire foutre. C'est le seul homme que j'ai aimé, il est mort. Encore une fois. Voilà. Alors, vous avez vu, ah, c'est un film de la moitié des années 80. Et vous avez vu la tentative de signer la perception. Ce n'est pas l'idée de montrer l'écran comme une sorte de substitution du regard. C'est l'idée, en revanche, de dire comment je peux montrer une image qui est capable d'être filtrée, de faire émerger l'affect, une sensibilité spécifique. Et il y a toute une série de tentatives pour ajouter des images, donc superposition d'images. On fait la même chose sur le plan du sonore. Il y a un arrière-plan sonore, la musique. Et il y a des moments où il n'y a plus, il y a les silences, et on laisse seulement la voix de l'acteur. Vous voyez, il y a l'idée de trouver une image juste. Une image capable d'exprimer les drames, un drame qui est raconté dans un roman, mais on n'accepte plus
de raconter la linéarité, de suivre la linéarité du signifiant verbal. On a découpé les romans, il y a des petits morceaux, ce sont les phrases prononcées par les acteurs, et il y a l'idée de travailler sûrement sur l'émergence d'une image révélatrice, capable finalement de signifier les drames sans suivre l'histoire racontée de manière linéaire par les lecteurs. Il y a aussi le fait qu'on veut libérer l'acteur. C'est curieux parce que c'est un film sur des acteurs qui n'ont plus du travail depuis longtemps et qui cherchent d'avoir un contrat finalement. Bon. Et alors, donc, il y a une sorte de dramatisation aussi de la prestation, du fait que l'acteur offre son corps pour devenir image du personnage. Mais cette transsubstantiation de l'acteur vers le personnage est problématisée. On ne sait plus, quand on voit cette image-là, si l'actrice est en train, je parle vraiment de la dernière partie de la séquence, si on est en train de montrer la souffrance du personnage, donc le fait d'interpréter, de jouer, ou si en revanche on est en train d'afficher la souffrance de l'actrice qui est en train de subir une sorte de violence, qu'elle est en train de se prostituer devant l'écran. On ne sait plus bien si on est dans la fiction ou dans l'émergence d'une souffrance réelle. Encore un autre exemple très connu, le cas de Mulholland Drive de David Lynch, je vais rapidement, c'est le fait de l'utilisation du chroma key. Il y a des écrans, les blue screen ou green screen, qui enlèvent l'arrière-plan. C'est l'effet, par exemple, à la télé, on voit toujours, il y a un journaliste qui parle, mais on peut changer l'arrière-plan. Donc on travaille sur une couleur, on enlève toutes les données chromatiques, le vert ou le bleu, afin de pouvoir substituer ces données avec un autre arrière-plan. Dans les cas de Mulholland Drive, on utilise tout ça de manière bien spécifique. C'est les l'incipit du film à propos d'ombre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces passages filmiques? Il y a des choses intéressantes parce que c'est un peu la démonstration d'un écran qui ne doit plus être l'enceinte, la restriction imposée à l'image, le cadrage de l'image. C'est un écran qui travaille pour libérer les images. Il y a une application récursive du chroma key. Et donc, chaque personnage, chaque couple en train de danser est répété. Mais vous avez vu, dans l'arrière-plan,
il y a des ombres. Et dans les ombres, l'ombre devient la condition de possibilité de la toute dernière projection du corps. C'est pas mal. C'est pas mal comme réflexion. Donc les corps positifs ont la possibilité d'apparaître sur des corps négatifs, on va dire, qui sont les ombres projetées. Alors vous voyez que cette idée des couches, le fait qu'il y a plusieurs couches de l'image, qu'il y a une stratification, qu'il y a du collage, du décollage, alors là on commence à explorer une sorte d'intervalle écranique. Parfois on pense à l'écran comme une sorte de déclinaison d'emblée, la totalité des choses sont là. Et on commence à voir un écran critique, parce que cet écran est capable d'opérer un sondage, de travailler dans la profondeur et de reconnaître de stratification, et à chaque niveau, il y a de significations différentes. Donc il y a une véritable exfoliation de l'image. Alors je suis en train de passer d'un aspect théorétique à la démonstration qu'il y a des attestations de tout ça, qu'il y a une culture d'un écran critique capable d'exfolier, de construire une sorte d'exfoliation des images. Si vous êtes intéressé, vraiment 2 secondes, le point de départ, j'ai déjà dit, j'aurais pu constituer un corpus différent. Là, c'est Swing Time de George Stevens avec Fred Astaire. Vous voyez que Fred Astaire est en noir, j'ose dire. Et c'est une première utilisation de l'écran. Là, il y a encore l'idée de l'écran en tant que correspondance. C'est-à-dire, on peut redupliquer, il y a une sorte de duplication de corps, mais c'est l'énonciation qui arrive à gérer tout ça. C'est un espace d'inscription. Mais attention, nous sommes en 1936. Désynchronisation, autonomisation des ombres, perte de la direction. L'écran, on n'arrive plus à diriger l'écran. L'écran devient autonome. Il commence à rivaliser par rapport à la performance en direct. Vous voyez que c'est très intéressant parce que alors l'écran n'est pas la photographie, n'est pas la toile, mais en plus, on ne peut pas identifier l'écran avec l'image photographique, qui normalement est attestative, au moins sur le plan symbolique. Là, en revanche, l'écran peut travailler sur la stratification des images, sur une duplication qui n'a plus seulement la direction de l'énonciation, il n'y a plus une gestion unilatérale de la duplication des images. Et donc, il y a aussi une sorte de perte d'enquête sur l'unité de personnage, éventuellement, comme dans les cas de Mulholland Drive, l'idée de renoncer à l'unité de personnage. Le cinéma de David Lynch a déconstruit la toute dernière contrainte classique du théâtre. On a perdu, à travers le cinéma, on a perdu l'unité du temps, de l'espace, et finalement on a perdu, à travers Lynch, on a perdu aussi l'unité de personnage. Je vais rapidement. Et je vais, dans mon parcours, il y avait l'idée de reconstruire la naissance d'un écran critique et de travailler sur la mise en scène de l'écran. L'écran comme un objet qui participe à la scène sociale. Alors, les théâtres a travaillé là-dessus, parce que les théâtres
strictement lié à la coprésence physique de l'acteur et des spectateurs, n'est-ce pas? Donc il y a un aspect événementiel. On sait que pour des questions canoniques, c'est les plateaux qui devient, comment dire, l'endroit prééminent du théâtre, mais on ne peut pas oublier qu'il y a du public. Et parfois, le public, s'il commence à réagir, il devient, comme dans les concerts rock, parfois les spectacles est dans les publics et pas sur les plateaux. Donc, il y a dans l'aspect, comment dire, dans les théâtres, il y a toujours une sorte de réversibilité possible de l'attraction. Normalement, l'attraction est sur les plateaux, mais le public peut devenir, à son tour, l'aspect intensif de l'événement théâtral. Alors là, c'est un autre exemple qui est une sorte de palinodie de l'écran par rapport au théâtre. Alors je ne sais pas si vous connaissez Carmelo Bene, c'est un homme de théâtre italien très connu, au moins en Italie, qui a fait de l'avant-garde, qui a fait plusieurs expériences limites, on va dire. Et il a fait plusieurs représentations de l'Hamlet, de Shakespeare. Alors, il avait déjà fait une version cinématographique de l'Hamlet, et à un certain moment, la télévision italienne a proposé de faire de montrer l'enregistrement d'un spectacle, en revanche. Il avait une tournée avec l'Hamlet. Il a eu un succès énorme, donc la télévision italienne a dit, bon, on veut seulement faire un document visuel de la représentation théâtrale, le montrer à la télé. Il a dit, non, c'est interdit, on ne peut pas faire ça. Éventuellement, je peux faire un film télévisé, un film pour la télévision. Mais vous avez déjà fait un film cinématographique, mais c'est autre chose, c'est un autre média. Alors, c'est une opération magnifique. Je montre seulement la fin du film, parce que j'imagine qu'il peut... Oui, après on arrêtera peut-être si... Hein? Après, si vous pouvez conclure, parce qu'on a... Ah, d'accord, d'accord. Alors, je n'arrive pas, pardon, problème technique. Immédiatement un commentaire. C'est la fin du film, mais c'est aussi la fin de la tournée. Mais c'est la fin il n'y aura pas la possibilité de faire une tournée. Parce que les corps, les acteurs, sont désormais des images enregistrées. Donc, pas la peine, on va dire, le corps de l'acteur n'est plus nécessaire. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'objectivation du corps, et un corps théâtral qui semble s'érendre à son propre image. Jouer la pièce pour être à la fin hors jeu. Je peux accélérer le final. Les rois. Hein. Il semble trôner, hein, vous voyez, sur son absence, l'absentification de soi-même. Ça, c'est la glorification du cinéma, où vous avez effacé le théâtre. Hein. Il n'y a plus de corps de l'acteur. Nous sommes au début des années 70, donc il n'y avait pas des effets spéciaux raffinés, etc. Voilà.
pourrais continuer, j'avais plusieurs exemples encore. Mais bon, je peux seulement... Alors, je peux montrer... Ça, c'est une image rare. J'ai encore 2 minutes Oui, allez-y, terminé. pour une image... Alors, c'est une scène du Don Quichotte de Orson Welles. On a essayé de faire un montage. Il est mort sans terminer le film. Vous savez, il y a eu la tentative de faire un montage du film. Il y a une version cinématographique du film, mais il n'y a pas cette séquence qui a été tournée, mais découverte après. Et... Oh mon Dieu! Pardonnez-moi. J'ai perdu vraiment là. Alors je vais anticiper. C'est Don Quichotte qui est dans une salle cinématographique. Il est en train de regarder une bataille. On n'a pas la piste sonore. Et vous voyez que dans la version d'Orson Welles, les moulins avant sont les écrans cinématographiques. Et il commence à lutter, à couper, vous voyez, à serrer. Voilà, alors je peux terminer. J'avais toute une série de... Ouais, je crois qu'il faudra revenir, hein, parce que là, c'est vraiment... il y a beaucoup de possibilités d'images. Bon, wow. Je dois terminer là. Voilà. Merci. D'accord, non, mais merci beaucoup à vous.